Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur les conséquences de la crise sanitaire dans les cités éducatives. Donc, ce webinaire va s'articuler autour de 3 temps. Une première table ronde qui sera une restitution des travaux menés dans le cadre du premier séminaire régional de la politique de la ville en Île-de-France avec Jérôme Jardry, conseiller politique éducative pour les quartiers prioritaires d'Île-de-France et coordinateur régional des cités éducatives, et Laura Cossy, directrice du Centre des ressources politiques de la ville en Essonne, Val-de-Marne et en Seine-et-Marne. Ensuite, nous aurons une présentation de l'enquête Harris sur les familles à l'épreuve de la crise sanitaire, avec un focus sur les territoires et les publics de quartiers politiques de la ville, avec Aurélien Prudhomme, chargé de mission études d'opinion au ministère sociaux. Et enfin, nous vous projetterons un entretien de Joël Bordet, psychosociologue et membre du réseau international Jeunes, Inégalités sociales et périphérie, qui parlera des conséquences de la crise sanitaire pour les jeunes, les familles et les acteurs des quartiers politiques de la ville. Donc je vais laisser la parole à Sylvie Charrière qui va introduire ce temps et qui est présidente du Comité national d'orientation et d'évaluation des cités éducatives et également députée de la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis. Bonjour à tous, enchantée d'être parmi vous, voilà, et pour parler de ce beau projet des cités éducatives. On voit bien avec cette crise sanitaire qu'on traverse un moment difficile, que notre pays, j'espère, voit le bout du tunnel, mais nous, on est encore de ce temps difficile. C'est clair que cette crise sanitaire nous a forcés à développer collectivement de nouvelles stratégies, nous adapter. Les cités éducatives, qui sont avant tout une alliance humaine sur un territoire, ont contribué à relever de nombreux défis. Et du coup, je veux aussi remercier tous les acteurs engagés sur le terrain, dans ces cités éducatives, mais au-delà, parce que vraiment, voilà, vous avez fait et vous faites un travail admirable. La démarche des cités éducatives vise à renforcer les alliances éducatives, on le sait bien, mais aussi à appréhender le jeune à 360 degrés, ce qui est aussi leur spécificité, dans et hors l'école, et dans tous les domaines qui pourraient freiner la disponibilité du jeune, son engagement, sa réussite. La mise en place de l'enseignement distanciel au moment du premier confinement a très vite pointé la fracture numérique comme obstacle à la continuité pédagogique, et de nombreuses actions ont été mises en place. Médiation pour les familles allophones, mise à disposition de matériel et accompagnement des familles les plus en difficulté, grâce à la richesse du tissu associatif notamment, et la solidarité sur ces territoires, mais aussi au fonds de financement de la cité. Outre le numérique, il y a eu aussi des distributions alimentaires pour subvenir aux besoins de survie des populations particulièrement pénalisées par la fermeture des restaurants scolaires, mais aussi des actions de médiation avec les équipes enseignantes pour raccrocher les enfants perdus de vue par l'école. Que restera-t-il de cette période de fermeture des écoles? Est-ce qu'on ira vers une meilleure prise en compte de la fracture numérique, donc par rapport à la formation, aux équipements, aux connexions? Est-ce que des pratiques nouvelles pédagogiques ont émergé par rapport à l'alternance distancielle-présentielle, par exemple de type classe inversée? Est-ce qu'il y a eu un renforcement autour de la parentalité? Parce qu'on a bien vu que ça avait pointé par rapport au suivi des familles des difficultés et du coup je pense que les enseignants ont compris la difficulté de certaines familles, notamment nombreuses, pour voilà, avoir du temps pour s'occuper de leurs enfants. Et puis aussi la création d'un réseau d'acteurs pour favoriser le raccrochage scolaire, ce qui était aussi une grosse difficulté. Voilà, donc la question plus globale de la capitalisation de toutes ces pratiques inspirantes est vraiment le cœur du sujet de notre expérimentation des cités éducatives, pour effectivement petit à petit constituer voilà, des ressources qui pourront servir dans le cadre de leur autonomie, toutes nos cités, à avancer et à mieux réussir. Voilà, donc je voulais juste introduire rapidement cette séquence et je me ferai un plaisir à certains moments de glisser quelques petits commentaires ou demander justement des précisions sur les interventions. Bonne session. Merci beaucoup Sylvie. Du coup, je vais laisser la parole à Jérôme Jardry et à Laura Cossy pour la restitution des travaux qui se sont menés sur les CRPV franciliens. Bonjour à toutes et à tous. En effet, le contexte de la crise sanitaire nous a conduit à travailler dans une plus grande coordination sur le territoire
les quartiers prioritaires en Île-de-France particulièrement. Et pour les CRPV, une coordination s'est mise en place et a permis, courant mai, de faire une restitution à la fois avec des témoignages et puis des ateliers sur un certain nombre de points qui ont été relevés pour tirer un petit peu les conséquences et puis le bilan de ce qui s'est fait pendant cette crise sanitaire. La crise sanitaire et plus particulièrement la période de confinement a en effet permis de voir autrement les quartiers politiques de la ville et leurs ressources. Les acteurs se sont mobilisés et on a pu voir justement la très grande diversité de ressources qu'il a fallu parfois peut-être mettre davantage en cohérence et mieux articuler. Dès lors, la problématique du séminaire était la suivante. Comment la crise sanitaire a fait émerger une nouvelle connaissance du terrain et des ressources locales, et comment les nouvelles pratiques qui ont émergé ont à la fois révélé certains fonctionnements des quartiers qu'on ne connaissait peut-être pas bien, et comment ces nouvelles pratiques pouvaient peut-être perdurer. C'est en effet un point positif à relever et que les cités éducatives ont mis en évidence. La crise sanitaire a mis en lumière des ressources qui étaient déjà présentes et les ont peut-être dynamisées encore plus. Sylvie Charrière, vous parliez de capitalisation. C'est vrai que c'est un enjeu important qui est apparu dans les cités éducatives. Et quelques exemples, vous avez parlé du numérique. C'était en effet un enjeu fort sur tous les quartiers prioritaires d'équiper les élèves qui étaient en situation de fracture numérique et qui ne disposaient pas de matériel ou de connexion. Il a fallu, à partir de là aussi, travailler sur l'ensemble de l'écosystème. Il ne s'agissait pas simplement d'équiper des élèves, mais aussi de les accompagner, d'équiper les tablettes ou les ordinateurs avec les logiciels, les applications qui fonctionnaient bien, et puis accompagner les parents aussi, c'est-à-dire expliquer les usages, accompagner sur ces usages du numérique. L'articulation entre distanciel et présentiel, en effet pour les élèves, mais également pour les parents. La parentalité était un enjeu fort de la mise en œuvre des projets des cités éducatives. Sur certains territoires, il s'est effectivement révélé que le confinement a mis un coup d'arrêt à certaines initiatives, mais les pilotes ont pu finalement raccrocher d'une certaine façon les parents grâce au distanciel, grâce à des visios, et c'est notamment des usages qui peuvent perdurer. Par exemple, dans le cas de familles monoparentales qui ont parfois du mal à se libérer pour assister à des réunions, la visioconférence et l'hybridation de certains temps d'échange est une solution. Enfin, un autre exemple assez concret, celui des quartiers d'été, dans lequel on a placé un certain nombre de programmes, dont École ouverte, qui était un dispositif qui existait auparavant, mais qui s'est amplifié, dont les acteurs se sont emparés, avec aussi une articulation entre les ressources éducation nationale et les ressources des municipalités, et les ressources locales avec les partenaires et les associations, ce qui a permis, dans de nombreux lieux, d'ouvrir des collèges, d'accueillir des élèves du premier et du second degré, parfois sur certains territoires, pendant toutes les vacances d'été. Et en ce sens, les vacances apprenantes sont un lieu interstitiel d'articulation entre le scolaire et l'extrascolaire qui permet de prolonger l'école au-delà de l'école et qui a permis aussi de raccrocher, de conforter certaines compétences fondamentales qui avaient peut-être été délaissés pendant le confinement pour certains élèves qui avaient été en grande difficulté à ce moment-là. Voilà, autant d'exemples très concrets que les centres de ressources politiques de la ville ont exploré. Et ils ont accompagné les acteurs de terrain, dans les cités éducatives notamment. Je vais du coup laisser la parole à Laura Cossy désormais pour la restitution d'un certain nombre de conclusions qui ont émergé lors de ces journées. Merci beaucoup.
Je vais effectivement m'exprimer aujourd'hui au nom du réseau francilien des centres de ressources politiques de la ville, donc le CRPVE, mais également le pôle ressources ville et développement social, le pôle ressources de la ville de Paris et Profession banlieue. Donc on s'inscrit, puisque nous sommes dans un événement à caractère national, nous nous inscrivons bien sûr dans un réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Donc vous bénéficiez tous sur chacun de vos territoires de l'accompagnement potentiel d'un centre de ressources. Nous sommes quasiment tous très mobilisés sur la question des cités éducatives. Effectivement, en partenariat avec la préfecture de région d'Île-de-France, on a pu déjà consacrer un certain temps à pouvoir d'une part partager des constats quant à ce que la crise nous a fait vivre en tant qu'acteurs de la politique de la ville, mais aussi se projeter collectivement, notamment dans un calendrier qui va faire advenir assez rapidement de nouveaux contrats de ville. Ces ateliers étaient thématiques, donc il y avait des ateliers sur la question de l'habitat, sur la question du travail, sur la question de la santé et bien sûr sur la question de l'éducation, qui est la thématique qui a emporté le plus d'attention, puisque une centaine de participants ont travaillé dans 9 sous-groupes différents sur les constats partagés en matière éducative. Alors ce n'étaient pas que des acteurs partie prenante de cités éducatives, mais également de territoires qui sont peut-être amenés à devenir cités éducatives, qui en tout cas partagent tous cette préoccupation de la coopération, de la mise en réseau des acteurs à l'échelle d'un territoire au bénéfice bien sûr des familles et des enfants. Ces ateliers devaient donc permettre d'une part de partager les vécus et les actions mises en place par ces acteurs éducatifs pendant la crise sanitaire, également de tirer des enseignements de cette période sur les modes de faire et sur la coopération, et enfin d'envisager de nouvelles modalités d'action et d'intervention. Donc c'était des ateliers à caractère quelque peu prospectif. Nous avons parcouru tous les travaux qui ont été produits par les acteurs donc le 11 mai dernier, et on a pu faire émerger aujourd'hui 3 points de synthèse qui représentent également des enjeux pour l'avenir et que je vais donc vous présenter. Le premier point, c'est la question du numérique, qui bien sûr est une tendance incontournable. Le deuxième point, c'est le partenariat et le travail en réseau. Donc on abordera ce que nous on a appelé un effet lab, un peu qui a été induit par la crise. Et puis enfin, on témoignera de ce que sont les préoccupations majeures des acteurs éducatifs sur les effets quant aux effets de la crise, à court et à moyen terme. Alors sur le numérique, ce qui ressort dans un premier temps, c'est que en fait, ce qu'on appelle la fracture numérique ne concerne pas que les usagers. Pour les usagers, bien sûr, on le sait maintenant, une absence d'équipement, en tout cas une insuffisance d'équipement, mais aussi des carences en termes de maîtrise des usages. Beaucoup de territoires ont pu distribuer de l'équipement, des tablettes. Les acteurs ont tenu à pointer que cet équipement ne suffisait pas toujours à résoudre cette question de l'accès au numérique. On a des professionnels qui témoignent de ce que certaines familles qui se sont vues prêter de l'équipement ont finalement rangé les outils parce que sinon il fallait être en mesure de rembourser la tablette. Parfois, des familles ont estimé que c'était des risques accrus de conflits dans les fratries. Et puis, bien sûr, se posait la question de l'accès à l'Internet, c'est-à-dire que malgré l'équipement, la connexion n'était pas assurée. Donc, on a bien sûr des tas d'initiatives, notamment des bailleurs, des collectivités, qui se sont mobilisés pour fournir de l'accès à l'Internet. Pour les professionnels également, une absence d'équipement dans les collectivités, dans les associations, dans les institutions. Beaucoup d'acteurs ont fait avec leur matériel propre. Au sein de l'éducation nationale, la classe à distance, au-delà de l'outil, c'était aussi pouvoir déployer des méthodes pédagogiques adaptées. On fait évidemment pas classe en distanciel comme on le fait en présentiel, avec ce risque de perdre du lien avec les élèves, une remise en question de cette notion de la gestion de la classe, etc. Pour d'autres acteurs éducatifs, et notamment des acteurs de l'éducation populaire, a été mise en exergue la question de l'anticipation. Pouvoir contacter les familles, les enfants à distance, par téléphone ou via l'Internet, c'était en fait tout simplement avoir les contacts des usagers. Donc on est souvent sur des constats de bon sens, mais voilà, le numérique a montré des atouts, mais beaucoup de limites, notamment dans le cadre des activités socio-éducatives. Les acteurs nous disent ça a dépanné, mais bien sûr, ça ne remplacera jamais la relation humaine lorsqu'il s'agit d'enseigner, d'accompagner, d'écouter. Donc, les acteurs convergent pour dire qu'il y a évidemment des besoins très importants en matière d'usage du numérique,
accompagnement des usages. A été mise en exergue également la question des mésusages. On a beaucoup parlé, notamment durant le premier confinement, des fake news, de la désinformation, puisque si les habitants ne sont pas toujours équipés d'ordinateurs, on a quand même souvent des téléphones et accès à des fils WhatsApp, par exemple, qui ont pu représenter sur certains territoires des obstacles en termes de prévention sanitaire. Alors évidemment, le numérique a quand même représenté des opportunités assez nombreuses. Nombre d'acteurs ont adapté leurs pratiques en utilisant le numérique, qui a permis souvent une réelle agilité et une réactivité pour faire vivre malgré tout le lien. L'utilisation du numérique a aussi signifié bien souvent le fait de passer à des outils beaucoup plus communs. Je le disais, le téléphone avec des applications comme WhatsApp, comme Facebook. Ce qui a primé, c'était de s'adapter en fait aux usages connus et pratiqués des habitants. Certains acteurs témoignent aussi du fait qu'ils ont pu toucher de nouveaux publics avec l'adaptation des pratiques via le numérique. On pense notamment aux publics jeunes qui ne fréquentent plus ou de moins en moins les structures de proximité telles les centres sociaux, les maisons de quartier, MJC, etc. Les acteurs sont d'accord pour dire que la visio a été utile en matière de constitution ou d'entretien des réseaux d'acteurs sur les territoires et que ce sont des habitudes qu'ils tiennent à conserver. On se réunit plus rapidement, à plus de monde. Les dynamiques de réseau d'acteurs sont d'autant plus vivaces. Donc, pour l'avenir, on souhaite intensifier l'action autour du numérique en maintenant la formation aux interactions virtuelles, tout en gardant le lien en présentiel, bien sûr. Ça pointe là des enjeux de résilience, puisque la résilience, en tout cas une partie de cette notion, c'est la capacité à revenir à un état d'équilibre, et que cet équilibre, on pense qu'il est communément admis, que ce ne sera pas forcément l'équilibre initial, mais potentiellement un nouvel équilibre qui reste à trouver, en tout cas au regard du numérique. Sur la question du partenariat et du travail en réseau, on a appelé ça un effet lab induit par la crise, car de fait, le travail dans l'urgence a bien souvent et sur de nombreux territoires permis aux acteurs d'être extrêmement créatifs dans des temps très resserrés, avec beaucoup de contraintes, d'imaginer des solutions qu'on n'aurait pas pu mettre en œuvre par ailleurs, avec souvent beaucoup plus de spontanéité et plus de liberté aussi. Ce travail en urgence a représenté notamment une opportunité de renforcer l'interconnaissance et les liens entre les acteurs d'un même territoire. Un rapport du CNOE le pointait, il me semble que c'était au mois de mai ou au mois de juin, quand il existait des cités éducatives, les professionnels ont tous noté une mobilisation extrêmement réactive. Le fait d'être déjà mobilisé dans le cadre des réponses, des candidatures pour les cités éducatives, avait déjà tissé un certain nombre de liens et avait accru l'interconnaissance sur les territoires concernés. Trois points sur cette question du partenariat, de la mise en réseau des acteurs. Le premier, c'est la relation entre les acteurs locaux et les institutions. Beaucoup d'acteurs ont témoigné autour des appels à projets, quartiers d'été, quartiers solidaires, quartiers d'automne, etc., avec parfois, en fonction des territoires, des dispositifs spécifiques qui se sont déployés. Il est communément admis qu'il a été un peu difficile de suivre l'apparition des appels à projets, de tenir des délais. Certains acteurs disent qu'ils ont parfois dû lancer leurs actions avant même d'être certains d'être financés. Ces appels à projets qui induisent aussi, pour un certain nombre d'acteurs, de la concurrence et parfois peuvent réduire, amenuiser les capacités d'innovation et la prise de risque. Un deuxième regret, c'est celui de la difficulté dans cette période de crise et notamment dans les premiers et seconds confinements, difficulté d'accéder à une information stable, notamment on pense aux protocoles sanitaires qui, de l'aveu d'un certain nombre d'acteurs, ont été tardifs et pas toujours très clairs. Et donc, en somme, les acteurs éducatifs témoignent d'une vraie difficulté à anticiper et à se projeter, même à très court terme. Un autre besoin exprimé est celui d'un interlocuteur unique à l'échelle d'un territoire qui aurait permis de proposer une approche commune en termes d'objectifs et de financement plutôt que des sollicitations qui ont semblé pour nombre de professionnels assez éparses. Ce qui pose aussi la question de l'implication des acteurs locaux dans l'élaboration des stratégies, notamment à l'échelle locale. Toutefois, les acteurs ont noté un investissement, un engagement et une capacité de réaction des acteurs, notamment qui instruisaient les demandes de subventions. Si certains disent il a fallu déployer le projet, même si on n'était pas sûr d'être financé, globalement,
on se satisfait d'un rythme qui a été tenu notamment par les agents de l'État et les agents des collectivités pour pouvoir fournir des réponses assez rapidement aux acteurs locaux. Par ailleurs, il a été reconnu aux collectivités d'avoir créé des espaces favorables aux acteurs locaux pour qu'ils soient mis en relation, qu'ils puissent être dans des registres de partenariat, voire de coopération interassociative. Ce qui m'amène donc à ce deuxième point, qui est la relation et les coopérations entre associations sur le terrain. Nombre de projets ont été mis en œuvre assez spontanément dans des coopérations interassociatives et c'est noté de la part des professionnels comme étant d'autant plus important que les confinements successifs ont montré l'importance des structures de proximité qui connaissent finement le quartier, leurs habitants, leurs préoccupations et les problématiques auxquelles ils doivent faire face. Je me souviens, pour avoir participé à l'un de ces ateliers, d'un acteur associatif qui dit bon, le confinement, d'accord, mais en fait, en tant qu'acteur de proximité, en fait, on nous appelait. Beaucoup de personnes qu'on accompagne au quotidien ont notre téléphone, donc on nous appelait ou on venait en bas de chez nous. Donc en fait, autant être sur le terrain. Tous les acteurs ont mesuré l'enjeu qu'est la connaissance de son territoire et de ce qui s'y fait. Ça permet d'être plus réactif, d'être plus pertinent et de limiter ces effets de concurrence en favorisant les possibilités de convergence, voire parfois de mutualisation entre les associations. Enfin, les relations avec les usagers, de nombreux témoignages de déploiement de méthodologies de l'aller vers, évidemment, des collaborations renforcées entre les professionnels et les parents dans des logiques réelles de coéducation. On note, nous, en tant que centre de ressources, et puis ce sont les échanges qu'on a encore aujourd'hui avec nombre d'acteurs comme les coordos des PRE, par exemple, que cette adaptation dans les méthodes, tout simplement, par exemple, prendre son téléphone pour appeler une famille, pour savoir comment ça va, pour savoir de quoi on a besoin, nombre d'acteurs nous ont témoigné certes, une période très, très, très compliquée pour des tas de raisons, mais en fait aussi une perception de retrouver le sens du travail social, de revenir au cœur de ce qu'est le travail social, à savoir prendre soin et accompagner dans le quotidien. Cette prise de conscience a pu aussi permettre à un certain nombre d'acteurs de retrouver un sentiment de légitimité quand on intervient en proximité. Et donc, c'est nous semble-t-il, un des enseignements sur lesquels il faut capitaliser. Il faut capitaliser également sur la confiance qu'on a pu retrouver parfois avec certaines familles. Les souhaits pour l'avenir, évidemment, la poursuite du travail en réseau, la volonté de formaliser, puisque tout cela s'est aussi beaucoup passé dans le registre de l'informel, formaliser un certain nombre de circuits de communication entre les acteurs. Capitaliser sur ces progrès, faire en sorte que ce soit durable, que le travail en réseau ne soit pas uniquement lié à la situation d'urgence. On pense au repérage des décrocheurs, aux cellules de veille continuité éducative, par exemple, qui ont été de vraies réussites dans les collectivités en termes de partenariat. On nous a beaucoup parlé aussi de nécessité d'aller vers, évidemment, plus de coopération, mais aussi plus de pluridisciplinarité. Excusez-moi, je m'étais entraînée pourtant. Plus de pluridisciplinarité dans l'éducation. Donc, un souhait d'une plus grande cohérence entre les partenaires institutionnels, dans les priorités, les consignes, la communication, et puis que les actions soient soutenues plus durablement. On pense à la pluriannualité des financements, on pense au fait aussi que nombre d'institutions peuvent créer des cadres de travail qui soient réactifs pour que les associations puissent agir rapidement et pertinemment sur le terrain. Je terminerai par un point, parce qu'il nous semble être du registre plus ou moins de la prospective. Les professionnels ont témoigné de ce que sont aujourd'hui leurs grandes préoccupations quant aux effets de la crise à court et moyen terme. On constate un besoin assez général de peut-être maintenant prendre un peu de temps pour observer, évaluer la situation, évaluer également les effets des actions qui ont été menées depuis un an et demi. Une question importante se pose aujourd'hui: comment répondre à toutes les demandes, à tous les besoins, étant entendu malheureusement que la demande sociale s'est accrue et que la nature des besoins a pu évoluer. Avec une précaution toutefois, qui est que peut-être il ne faut pas trop rapidement penser que la crise est derrière nous, mais que ces effets, en tout cas, vont être observables dans les mois à venir, qu'on n'est pas encore en pleine connaissance de ce qu'a produit la crise dans les quartiers populaires et auprès de leurs habitants. Concernant les usagers, les préoccupations majeures du point de vue des acteurs éducatifs sont d'une part les conséquences du confinement sur les élèves, sur la remise au travail, voire l'entrée dans les apprentissages pour les plus jeunes.
une grande question autour des problématiques de santé mentale chez les jeunes, avec une dégradation des états de santé qui s'amplifie ces derniers mois. Beaucoup d'acteurs nous disent en 2020, ça allait à peu près. Les élèves, les enfants s'accrochaient. Là, en 2021, on sent qu'il y a des effets de décrochage en termes de santé mentale. Des problématiques, c'est d'ailleurs très lié, qui sont relatives aussi à l'arrêt des activités physiques, des activités culturelles, socioculturelles, qui sont extrêmement préjudiciables, autant pour les jeunes d'ailleurs que pour leurs familles, du point de vue d'un certain nombre d'enjeux de socialisation et de sociabilité des jeunes. Attention aussi aux situations rencontrées par les parents solos, les foyers monoparentaux, les nouveaux parents solos, et puis les familles, bien sûr, qui étaient déjà précaires et qui ont vécu une perte d'emploi, les familles qui sont en situation d'hébergement d'urgence. En somme, toutes les familles qui, ces derniers mois, vivent une dégradation notable de leurs conditions de vie. Concernant les professionnels, et j'en terminerai par là, on a retrouvé ces éléments dans quasiment tous les travaux. Évidemment, une grande fatigue des professionnels. Du côté des professionnels, on dirait des institutions, des pouvoirs publics, qui ont dû assumer un rythme des instructions, une succession des appels à projets qu'il a fallu traiter très très rapidement et avec succès dans le rythme tenu. Que du côté des acteurs de terrain, on note des risques psychosociaux qui sont accrus. Certes, un rythme professionnel très soutenu, mais aussi la nécessité d'accompagner au quotidien des situations qui sont elles-mêmes de plus en plus dégradées et qui nécessiteraient parfois une adaptation des cadres d'intervention, du partenariat, etc. Nombre de professionnels nous disent qu'ils ont des difficultés à refuser d'accompagner certaines situations, alors même qu'elles ne relèveraient pas nécessairement de leur champ d'intervention. On tient à pointer aussi une mobilisation exceptionnelle des professionnels durant l'été. Alors, si certains ont pour habitude d'être très présents durant la période estivale, d'autres ne le sont pas nécessairement. Pourtant, ils sont restés présents pendant l'été 2020 et ils se préparent à rester présents également sur le terrain en 2021. Une nécessité d'articuler tout cela avec l'enjeu de la reconnaissance des acteurs de terrain, de leur expertise, qui peut-être serait à particulièrement valoriser dans le cadre des réflexions qui vont s'ouvrir dans les semaines et les mois à venir pour faire advenir de nouveaux contrats de ville. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Jérôme et Laura, pour ces présentations. Je vais laisser la parole à Sylvie Charrière qui a quelques remarques. Merci beaucoup pour tout le travail fait et tout justement ce début de retour de capitalisation d'expérience et ces remarques qui m'amènent à avoir plusieurs réflexions. Tout d'abord, vous avez parlé à un moment d'un interlocuteur unique, c'est-à-dire de dire que vous auriez aimé que, par rapport à une espèce de cohérence et de coordination, les acteurs de terrain puissent se référer à quelqu'un de bien identifié. Donc j'aurais aimé que vous précisiez un peu les propositions qui étaient faites, c'est-à-dire de quel côté aurait dû être cet interlocuteur. Est-ce que ça aurait dû être du côté de l'État ou peut-être de la coordination, si on parle cité éducative, d'un coordinateur existant, un membre de la Troïka. Voilà, ça aurait été, si vous pouvez peut-être nous donner plus d'éléments là-dessus. Aussi par rapport au fait de formaliser les circuits de communication. Donc, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire comment, effectivement, les informations peuvent mieux s'organiser, mieux circuler. Et est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites et des cités ou d'autres lieux où des choses ont été créées, des objets, des outils ont été créés pour cela? Après, par rapport à la pluriannualité des financements, bien évidemment, c'est l'objectif, c'est aussi ce que les cités éducatives amènent, c'est-à-dire cette expérimentation qui dit pendant 3 ans, on stabilise le budget. Voilà, c'est pour un peu que les acteurs travaillent aussi dans la sérénité et n'aient pas à remonter des appels à projets annuels. Voilà, c'est aussi l'ambition aussi de ces cités éducatives. Après, donc voilà, il y a beaucoup de remarques. Sur le numérique, il y a un avis du CESE qui est sorti en avril dernier, justement, qui pointe une vision un peu plus globale, parce que voilà, on voit bien que le primaire, c'est le maire qui est en charge un petit peu de l'équipement ou pas, le département, le collège, etc. Donc chaque collectivité a un peu défini sa stratégie. Donc on voit bien qu'il manque un peu une vision un peu d'ensemble, surtout par rapport aux nouveaux usages qui sont arrivés, par rapport aux cours en distanciel, qui pourraient peut-être perdurer. On voit que dans certains établissements, la question se pose. Et donc, du coup, comment on équipe la classe pour que, en même temps, il puisse y avoir des enfants en présentiel et en distanciel, comment les choses s'articulent et comment, du coup, les foyers doivent être équipés et qui les équipe et à quelle hauteur. Donc ça, je pense que
voilà, il y a un travail à mener là-dessus et surtout aussi sur la formation des enseignants, mais ça, on est bien d'accord que c'est aussi un gros enjeu. Et puis, par rapport aussi sujet de la santé mentale, on voit bien que c'est une grosse difficulté. Et pour le coup, là aussi, j'ai pas de solution, mais je pense qu'il faudrait aussi peut-être aider les enseignants à avoir les moyens peut-être de détecter très vite des difficultés. Et après, derrière, on va se retrouver face au mur des CMP qui ont des listes d'attente. Enfin, moi, je sais pas, en Seine-Saint-Denis, c'est un peu le cas, et la carence dans les professionnels sur beaucoup de territoires. Voilà, mais merci beaucoup pour toutes ces remarques. Merci beaucoup. Alors, je Merci à regarde si vous. on a des Peut-être questions. Ah, pardon, Laura, je vous laisse réagir avant. Je vais regarder les questions dans le chat en attendant. Je vous laisse réagir. non, je vous en prie. C'est simplement ce que je souhaitais dire peut-être avant d'imaginer des questions. C'est que ce que j'ai présenté là, c'est vraiment le fruit des travaux des professionnels qui étaient présents le 11 mai dans le cadre de ce séminaire régional. On a amorcé la dimension prospective. Donc, il y a déjà des premières propositions qui émergent. Toutefois, le travail reste à faire. Et c'est vrai que nous, en tant que centre de ressources politiques de la ville, notre rôle n'est pas tant d'apporter des réponses à toutes ces questions qui sont extrêmement complexes, mais de mobiliser et de générer des espaces pour que les professionnels et les acteurs plus largement se retrouvent et construisent ces solutions ensemble. Et d'ailleurs, les acteurs présents n'étaient pas que des acteurs qui bénéficiaient déjà, j'allais dire, de ce programme des cités éducatives. Sur l'interlocuteur unique, effectivement, c'était une proposition à creuser. Je pense que ce qui était témoigné, c'était la difficulté d'être attentif à un certain nombre de dispositifs, d'appels à projets, de sollicitations aussi, parfois des collectivités, qui n'étaient pas centralisées, alors même que les acteurs étaient mobilisés en priorité sur le terrain. Donc ça, c'est un des points, ça vient toucher tous les enjeux de coordination qui sont classiquement ceux de la politique de la ville. Un interlocuteur unique, ça fait aussi se dire que finalement tout le monde était chez soi pendant le premier confinement. Donc toutes les habiletés de coordination d'acteurs étaient aussi entravées effectivement par le fait que les chefs de projet politique de la ville, les délégués du préfet ne pouvaient pas être sur le terrain et faciliter, comme ils le font traditionnellement, le lien entre les acteurs, le passage de l'information. Sur la formalisation des circuits d'information, je crois que ce qui était fortement partagé, c'est que, en fait, à partir du 18 mars 2020, les gens ont fait avec leur répertoire de numéros de téléphone, avant tout, et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées dans l'informel. Nous, on nous a beaucoup dit, ben voilà, sur tel type d'action, on n'a pas attendu la circulaire. On n'a pas attendu qu'elle tombe pour se mobiliser. On y est allé, on a agi, et du coup, on a fait avec notre réseau au plus proche, en fait. Et donc, il s'est joué des renforcements des liens entre des acteurs qui parfois sont des acteurs associatifs avec des acteurs institutionnels. Et c'est vrai qu'il y a une demande de la reconnaissance de ce travail en réseau qui mériterait de passer, entre guillemets, de l'informel à quelque chose de plus explicite et de reconnu. Il y a évidemment déjà beaucoup de territoires qui bénéficient de réseaux territoriaux. C'est quand même assez fréquent dans la politique de la ville. Sur la pluriannualité, effectivement, les cités éducatives sont financées pour 3 ans, ce qui ne veut pas nécessairement dire que les acteurs associatifs qui s'inscrivent dans la programmation de la cité éducative ont toujours cette visibilité à 3 ans. Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, tous les acteurs éducatifs qui ont participé à nos travaux n'ont pas encore cette chance de pouvoir travailler dans le cadre d'une cité éducative, même si on le sent, l'esprit de la cité éducative, l'alliance entre tous les acteurs de l'éducation se diffuse sur la plupart des territoires. Et c'est, j'imagine, un des enseignements majeurs de la mobilisation des acteurs en ce temps de crise. C'est que, en fait, pour réagir de façon pertinente, rapide, adaptée, on ne peut pas faire autrement qu'en s'alliant les uns avec les autres. Voilà, et puis enfin, sur la santé mentale, bon, je pense que voilà, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à penser. On a beaucoup de territoires avec des conseils locaux en santé mentale qui imaginent des solutions un peu nouvelles et qui, eux aussi,
table sur la mise en réseau des acteurs en santé, parce que la santé mentale se joue évidemment dans l'accès aux soins, vous parliez des CMPP, mais elle se joue aussi de façon très transversale. C'est aussi une préoccupation des acteurs des centres sociaux, des maisons de quartier, c'est aussi une préoccupation des intervenants sportifs, des enseignants, vous le pointiez effectivement. En fait, c'est une préoccupation de tout un territoire, la santé mentale des jeunes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. On a quelques petites questions qui nous sont remontées. Donc la première concernant l'effet lab que vous avez mentionné justement, Madame Laura Cossy, concernant l'effet lab induit par la crise qui permettrait donc de mettre en place des solutions assez concrètes et pérennes malgré les contraintes temporelles et matérielles. Est-ce que vous pensez que ce mode de travail a permis d'associer les bénéficiaires dans les différentes réflexions menées? Donc voilà, justement, pendant ces moments-là, est-ce que des habitants, des bénéficiaires de ces mesures-là, de ces idées ont pu être associés? Alors déjà, cet effet lab, on s'est un peu interrogé sur est-ce que cette dénomination est vraiment opportune ou pas. Ce qu'on tenait à pointer avec cet effet lab, c'est le fait que les acteurs ont expérimenté et qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, Madame Charrière, en introduction, l'enjeu majeur, c'est tirer des enseignements, capitaliser et commencer à voir ce qui est transférable ou pérennisable. C'est pour ça qu'on a parlé d'un effet lab. On est vraiment là sur le cœur, l'histoire de la politique de la ville et sa capacité d'innovation et de transférabilité ensuite à un maximum d'acteurs. Concernant l'association, l'implication des bénéficiaires, des habitants, des usagers, je pense à deux choses. Je pense d'une part au fait que énormément d'habitants, jeunes surtout, n'ont pas attendu que les professionnels viennent vers eux pour se mobiliser. Ça, c'est un constat massif. Les initiatives des habitants, et notamment des jeunes habitants dans les quartiers populaires, ont été spontanées. Des initiatives en termes de solidarité, aller porter des repas, aller faire des photocopies. Ça a été une mobilisation très, très, très importante. À un moment où, évidemment, des personnes qui étaient plus âgées et qui constituent traditionnellement le contingent des bénévoles, en tout cas, c'est statistiquement, qui, elles, sont restées chez elles pour des questions, évidemment, légitimes de mise à l'abri du risque sanitaire. Par ailleurs, sur l'articulation, la coopération entre les usagers et les professionnels, c'est vrai ce qu'on a plutôt constaté dans les productions des acteurs, c'est cet enjeu de coéducation. Dans la mesure où les enfants étaient chez eux toute la journée, la question du lien entre ce que vivent les parents et l'impact que ça va avoir sur l'accès à l'école, à un certain nombre d'activités, était très, 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 très resserré. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, enfin voilà, le fait qu'un enfant se connecte ou ne se connecte pas à sa classe, on appelait les parents si on avait le numéro, et puis on se préoccupait aussi de la situation qu'était en train de vivre le père, la mère, la fratrie. Tout était inextricable en fait. C'est un peu l'effet, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais le repli sur le logement, sur le chez-soi, sur l'intime, a fait que on ne pouvait pas faire sans associer aux réflexions les parents. C'est une préoccupation qui est pas née avec la crise, hein, bien sûr, mais là on n'avait pas d'autre choix en fait que de faire avec les parents. Et c'est vrai que nous on a très rapidement eu au téléphone notamment des professionnels de la réussite éducative qui nous disaient nous pour le moment c'est terminé, toute la phase administrative qui fait qu'un enfant peut entrer en parcours de réussite éducative, pour le moment on laisse tomber. Et ils nous disaient ça a généré une adhésion massive des familles. Puisqu'il y avait un raccourci vraiment entre le professionnel, la professionnelle et les préoccupations, les problématiques vécues par les familles. Avec parfois des professionnels, notamment de la réussite éducative, j'y pense parce que je les ai eus au téléphone il n'y a pas longtemps, qui sont évidemment intervenus en dehors de leur champ traditionnel, qui ont permis d'accéder plus facilement à des bons alimentaires, par exemple. Et tout ça, ça a permis de tisser aussi le lien entre les professionnels et les habitants, les familles. Merci beaucoup pour cette réponse, Laura Cossy. Je pense qu'en complément, l'intervention de
de Monsieur Prudhomme pourra permettre de donner quelques éléments justement sur la situation des familles. Une deuxième question que nous avons reçue, donc là qui peut s'adresser à vous et à Monsieur Jardré également, et n'hésitez pas, Madame Charrière, si vous avez des retours aussi. Vous avez mentionné la question des conditions de travail des professionnels des QPV avec la crise. Avez-vous peut-être observé des différences selon les secteurs, donc santé, éducation ou autres? Allez-y, Monsieur Jardré, si vous voulez prendre la parole. Je réfléchis. Sur les conditions de travail, alors je m'interroge un petit peu sur ce que ça peut vouloir dire sur la facilité. Donc, enfin, je comprends la facilité avec laquelle les professionnels ont pu accompagner sur le terrain les jeunes. Très clairement, il y a des secteurs qui étaient plus en difficulté que d'autres, mais c'était lié à la situation de départ, je pense. Notamment le maillage sur la santé, par exemple. Sur certains territoires, c'est plus difficile que dans d'autres. Et je crois que la crise sanitaire et le confinement n'ont fait que mettre en lumière des difficultés qui préexistaient finalement. Et donc, ont peut-être permis justement de remettre au centre un certain nombre de problématiques. Justement, cette question de la santé, là, qui me semble intéressante et sur laquelle les cités éducatives, de façon générale, s'emparent de cette question et réalisent qu'il s'agit d'un point important, avec une grosse difficulté à fédérer tous les acteurs qui peuvent intervenir. Voilà. Après, je pense que sur le secteur éducatif, c'était plus simple parce que une mise en cohérence qui a été mise en œuvre très vite, un accompagnement par les rectorats, les DAZEN dans les départements. Donc, je pense que ça a été, ça a permis sur le terrain de mieux travailler. Laura, est-ce que vous avez un complément? Alors, peut-être que là, tout de suite, en tout cas, je ne suis pas en capacité de faire des différences entre les champs santé et éducation. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper important qui se joue, c'est l'échelle d'intervention. C'est-à-dire que, évidemment, absolument tous les professionnels se sont retrouvés en difficulté et ont pu être confrontés à des conditions de travail extrêmement difficiles. Là, je pense que ce qui était pointé, c'est les professionnels qui sont en proximité avec les habitants sur le terrain. Parce qu'il y a ce qui se joue, c'est une question d'exposition aussi à ce que vivent les familles en direct, dans l'accompagnement quotidien. Ça, c'est des choses qui commencent à être réfléchies dans le champ du travail social, qui est évidemment beaucoup plus large que strictement la politique de la ville. Évidemment, des élargissements des plages horaires. J'évoquais tout à l'heure la question de l'été. Il y a des acteurs qui sont restés mobilisés l'été, qui n'ont pas pris de congé. Ça peut sembler un peu trivial, mais en fait, lorsqu'on accompagne des publics qui sont en situation de fragilité, il faut soi-même être un peu solide, quoi, avoir de l'énergie pour accompagner, pour transmettre, et que si soi-même, en tant qu'intervenant, on n'a plus cette énergie, ben, ça peut devenir très très compliqué. Donc c'est ça peut-être qu'on voulait pointer. Il ne s'agit pas du tout de reprocher ou quoi, mais c'est plutôt un état de fait. Les professionnels sont très fatigués et il y a des questions qui émergent. Je participais à un webinaire organisé par le Défenseur des droits sur le travail social à l'aune de la crise et on parlait par exemple des travailleurs sociaux, des assistants, des assistantes sociales qui travaillaient de chez eux et qui du coup devaient repenser complètement l'enjeu de la confidentialité. Alors, ce sont des éléments, il y a des implications assez prosaïques, le temps de travail qui s'élargit, le fait de ne pas prendre de congé, mais il y a aussi le fait d'être perpétuellement dans la réflexion pour s'adapter à des événements qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait. L'enjeu de l'observation est très, très important en ce moment. Il faut pouvoir poser des chiffres, imaginer des tendances. On sait qu'on ne se remet pas rapidement, malheureusement, d'une crise comme celle qu'on est en train de vivre. Et donc, une espèce de charge mentale, je dirais, qui contribue aussi à la fatigue des acteurs, qui sont perpétuellement en train de réfléchir à comment se repositionner, s'adapter pour être au plus proche
des besoins des habitants. Merci beaucoup. Une dernière question. Euh, donc, à propos de l'interlocuteur unique, avez-vous ou non noté une différence d'appréciation entre les acteurs exerçant en cité éducative et les autres? Eh bien, très honnêtement et très rapidement, non, parce que nous n'avons pas encore pu faire ce travail de synthèse en mettant une sorte de tamis qui est celui de la cité éducative. Ça, ce sont des éléments qu'on va creuser, je pense, dans les semaines et les mois à venir, en tant que centre de ressources qui accompagnons de différentes manières les cités éducatives. Peut-être quand même pour compléter, certains territoires se sont mis pendant le confinement à fonctionner comme des cités éducatives sans le savoir en fait. Mais spontanément, délégués du préfet, acteurs de l'éducation nationale et partenaires locaux et municipalités se sont mis à travailler ensemble et ce trinôme, sans qu'on ait dit que c'était des cités éducatives ou la démarche des cités éducatives, ce trinôme s'est mis à fonctionner. Donc, ça prouve aussi l'intérêt voilà, ces habitudes de travail sur le terrain, ces habitudes de pilotage. Merci beaucoup. Si vous avez d'éventuelles dernières remarques, je peux vous laisser la parole. Sinon, on passera à la prise de parole de Monsieur Prudhomme. Bon, bah, on va passer du coup à... Merci. On va passer du coup donc à la présentation de l'enquête qui a été menée par le cabinet Harris sur les familles à l'épreuve de la crise sanitaire. Et donc, je laisse la parole à Aurélien Prudhomme pour présenter cette étude. Bonjour à tous. Est-ce qu'on voit bien la présentation? Ça va être important. Voilà, parfait. Donc c'est une étude de les familles et l'épreuve de la crise sanitaire qui a été réalisée. On va peut-être passer directement à la deuxième slide sur la méthodologie, qui a été réalisée, c'est un point important, pendant le deuxième confinement. Et même à la fin du deuxième confinement, puisque c'était du 25 au 30 novembre 2020, pour vous rappeler un peu, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis, c'est plutôt la fin du deuxième confinement, même si celui-ci se termine le 15 décembre, puisqu'on est un peu au moment où vous rouvrir les commerces, où il y a la levée de certaines restrictions, notamment la limite du 1 km, etc. Donc voilà, on est dans une période où à la fois les gens avaient vécu déjà un mois de deuxième confinement après le premier, et en même temps il y avait un Noël qui approchait, lourd d'incertitudes, et puis on parlait à peine de vaccination à l'époque. Donc voilà, pour vous rappeler un peu tout ce qui a pu se passer depuis. Alors on peut se dire c'est un peu daté, oui et non, puisque finalement ce retour vers les conditions de vie en plein deuxième confinement nous permet de comprendre beaucoup mieux beaucoup de choses d'aujourd'hui et aussi d'anticiper un peu l'avenir de court terme. Vous allez le voir, les chiffres qu'on a complètent un certain nombre de choses qui ont pu être dites, à la fois sur les écrans, sur les équipements, sur la santé mentale aussi. Voilà, donc finalement, ce retour un peu à cette période de crise vraiment profonde, de confinement, elle est aussi intéressante. Autre élément de méthodologie qui est important, c'est une étude qui a été réalisée auprès de 2000 personnes. Alors, c'est vraiment un sondage représentatif de l'ensemble des Français de 15 ans et plus. Alors, le 15 ans et plus, c'est important puisqu'on a effectivement également les adolescents, ce qui peut être très intéressant dans le cadre de nos sujets. Et puis, cet échantillon de 2000 personnes qui est plus important que la plupart des enquêtes par sondage, hein, on est plutôt sur 1000 personnes, ça nous permet aussi d'aller faire des focus sur les jeunes, hein, les 15-24 ans, qui ont eu des difficultés particulières. La génération d'un peu au-dessus, les 25-34 ans, qui sont souvent des jeunes parents et qui ont aussi eu des difficultés très spécifiques. Et puis également, pour ce qui vous intéresse, auprès des catégories populaires, auprès des grandes agglomérations, notamment de la région parisienne, il y a eu des difficultés spécifiques liées au logement, à la promiscuité, au mode de vie qui ont été peut-être plus perturbés qu'ailleurs. Et puis aussi un focus qu'on a pu réaliser sur toutes les personnes vivant en logement social. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas des données forcément uniquement sur les gens vivant en cité éducative, mais on a des focus sur des publics qui nous intéressent en priorité. On va passer à la slide suivante pour voir à travers la première question que cette crise, elle a eu des dimensions multiples pour les familles. Alors si on passe encore à la slide d'après, on voit tous les mots que les gens nous ont exprimés pour on leur a demandé voilà tout ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à l'impact de la
période de crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Encore une fois, on était en fin novembre 2020 au moment de l'enquête. Et alors, vous voyez que la première chose qui arrive hein, dans les mots qui ressortent le plus, alors plus les mots sont grands, sont écrits grands, plus ils sont ressortis dans les verbatims voilà. Le premier, c'est crise économique. C'est assez fort, hein, mais avant même le terme confinement. Donc ça montre bien que cette crise sanitaire, elle est sanitaire, mais elle est aussi avant tout économique et sociale. Alors pour beaucoup de familles, c'est des difficultés en cas de cessation d'activité, hein, pour les personnes qui sont indépendantes ou qui ont des travaux informels. Voilà, il y a beaucoup de situations où il y a eu perte d'activité qui a impacté directement sur le pouvoir d'achat des familles. C'est aussi vrai pour les jeunes hein, qui n'ont pas pu trouver toujours le travail, des boulots étudiants, etc. à ce moment-là. Et puis aussi, parfois, les difficultés économiques et sociales, elles sont pas toujours immédiates, mais c'est aussi parfois beaucoup des craintes pour l'avenir. Alors, vous voyez, les termes chômage, les termes pauvreté ressortent beaucoup. Et puis, quand on pense au chômage, on pense en particulier au chômage des jeunes. C'est-à-dire que pour beaucoup de parents, même si leur emploi n'était pas menacé, c'était des inquiétudes sur les opportunités d'emploi de leurs enfants. Cette crise, elle a été aussi, deuxième dimension, j'ai appelé un peu interpersonnelle, mais pour la différencier de l'aspect social, on va rester sur cette slide encore un petit peu. Pour la différencier de l'aspect social, vraiment au sens difficulté sociale, économique, cette dimension interpersonnelle, c'est vraiment la rupture des liens sociaux. On le voit avec des mots très forts, hein, isolement, famille, enfant, confinement, manque, liberté, séparation. Donc on a vraiment idée que pendant ces confinements, bien sûr, hein, il y a eu une rupture des liens sociaux ou parfois juste une transformation de ceux-ci. Parce que parfois, cette rupture n'a pas été totale. Bien sûr, elle s'est pu s'exprimer de d'autres manières que d'habitude. Et voilà, elle a quand même été fortement perturbée. Et puis, en troisième dimension, qui est en fait double, il y a la dimension sanitaire au sens purement sanitaire, hein, c'est-à-dire le virus, la perte, la mort, la maladie, qui ressortent beaucoup dans les verbatims. Mais il y a aussi la dimension sanitaire psychologique. On parlait santé mentale tout à l'heure. On voit bien qu'il y a des mots, là encore très forts, hein, exprimés par les familles françaises. Les termes d'angoisse, de stress, de tristesse ou de peur sont des choses qui ressortent assez fortement. Et on va y revenir après sur voilà, comment ça a pu être vécu par les familles, à la fois les parents et les enfants. Si on passe à la slide d'après, on voit tous les sentiments voilà, qui sont ressortis un peu pendant cette crise. Là, ce qui est intéressant, alors il y a deux lectures à en faire. La première lecture, c'est auprès de l'ensemble des Français. Le premier terme qui ressort, c'est le terme d'incompréhension, à 67%. Donc les deux tiers des Français, d'abord, parlent d'incompréhension face à une crise qu'ils ont du mal à comprendre, parfois des règles, des changent très vite et qui aussi suscitent l'incompréhension. Le deuxième terme, c'est le terme de tristesse également pour les deux tiers d'entre eux. Et puis enfin, le terme de fatigue à 62%, qui sont les trois mots qui ressortent. Toutefois, si on regarde les publics qui nous intéressent en priorité, j'en parlais tout à l'heure, en priorité, il y a tout type de public dans la cité éducative, mais je pense que on s'est aussi beaucoup intéressé tout à l'heure aux difficultés vécues par les jeunes, par les adolescents, par les personnes en difficulté sociale. Et on voit que ces personnes-là, au niveau national, plus que l'incompréhension, la tristesse ou la fatigue, ils nous ont exprimé de la colère. C'est un terme voilà, qui est cité quand même par 57% des Français. Mais c'est aussi un terme qui est cité par 61% des moins de 35 ans, 61% également en région parisienne, et puis 68% des parents qui vivent seuls avec leurs enfants, donc des familles monoparentales. Voilà, pour ces publics-là, il y a eu plus de colère que pour les autres. Le terme de peur aussi. Le terme de peur, il ressort aussi beaucoup plus chez les 25-34 ans, qui parfois sont des jeunes parents. Beaucoup plus que parmi les retraités, par exemple. Alors qu'on pourrait penser que les retraités, étant des publics plus à risque, auraient exprimé davantage de peur. Mais non, c'est beaucoup plus les 25-34 ans qui expriment ça. C'est aussi les catégories populaires, là encore, à 63%, et les parents, de manière générale, à 62%. Donc on voit aussi à travers ça que c'est pas forcément les retraités qui ont eu peur, c'est pas forcément les personnes à risque, c'est aussi les gens qui étaient parfois le plus entourés de manière familiale, qui s'inquiétaient aussi pour leurs enfants, pour leurs aînés. Et ça montre aussi qu'on a eu plus peur pendant cette crise, parfois pour les autres que pour soi-même. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez important dans l'analyse. Et enfin, le terme de colère, qui ressort auprès de 57% des Français. Le terme de solitude. La solitude, là encore, elle a été beaucoup plus citée parmi les jeunes générations que parmi les retraités également. Voilà, on a beaucoup parlé de la solitude des personnes âgées qui a été un vrai enjeu, hein, c'est pas du tout minimiser la chose. Et cette solitude, elle est aussi très fortement ressentie parmi ces jeunes générations
et encore une fois là par les familles monoparentales. Voilà. Pour voir un peu, pour comprendre aussi, on a d'autres termes comme la résignation qui ont davantage à l'inverse été cités par les catégories aisées. Donc, ce sentiment de résignation il était plus difficile peut-être chez les catégories populaires. Et puis l'espoir, il était davantage cité par les personnes âgées, paradoxalement. Donc, voilà, on voit que parfois, contrairement à certaines idées reçues, il y a eu de la peur, il y a eu de l'isolement, il y a eu beaucoup de choses comme ça parmi les jeunes, parmi les familles, et pas uniquement parmi les personnes âgées qui étaient de fait plus isolées puisque vivant seules parfois, le plus souvent. On va passer à la seconde slide qui va nous montrer un autre clivage. Sur cette question-là, elle est intéressante parce qu'on demande aux familles finalement est-ce que ça a été facile à vivre ou difficile à vivre au sein de leur famille, cette crise sanitaire. Alors on voit que voilà, tout n'est pas noir. 53% des gens qui disent que finalement ça a été plus facile à vivre. Alors même si le plutôt facile est beaucoup plus cité que le très facile, hein, c'est des difficultés dans toutes les familles. On a aussi, hein, si on regarde l'autre pendant, hein, c'est que 47% des gens nous ont dit que ça a été difficile à vivre en famille. Et alors, ce qui est intéressant sur cette question, c'est qu'on n'a pas tellement de clivages sociaux comme on a pu l'avoir sur les ressentiments face à la crise. On a à peu près ces mêmes proportions, que ce soit dans des familles aisées, populaires, en fonction des territoires, ruraux ou urbains. On a à peu près ces mêmes proportions, ce qui montre finalement pour les difficultés, elles sont aussi au sein des familles, en fonction des situations familiales. Par contre, il y a eu un clivage important sur cette question, qui est une différence de genre entre les femmes et les hommes. On a beaucoup plus de femmes à 51% qui disent que ça a été difficile à vivre en famille, contre seulement 42% des hommes. Et là, ça rejoint un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites par ailleurs, qui montrent que les mères, enfin les femmes en général et les mères en particulier, ont beaucoup pris sur elles pour les tâches quotidiennes, les devoirs des enfants, les repas, le ménage, etc. Donc, une situation qui était déjà de fait d'inégalité dans les tâches ménagères au sein des foyers a été presque accentuée par la crise, puisque les femmes ont autant continué leur activité que les hommes, mais ont dû prendre en plus beaucoup de tâches en plus liées au confinement et au fait que les enfants étaient là. Si on passe à la slide suivante, on va voir que l'épidémie, le virus et sa transmission, c'est des sujets qui ont été très présents dans le quotidien des familles. On va passer directement à la slide d'après, qui est un chiffre, à mon sens, très fort, puisqu'on a 57% des Français, qui disaient, alors à cette époque-là, au moment du deuxième confinement, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, qui parlaient chaque jour ou presque de l'épidémie avec leurs conjoints, leurs enfants ou les gens qui vivent sous le même toit que voilà, ça veut dire que pour une large majorité de Français, l'épidémie, le virus, c'est un sujet de conversation quotidienne. C'est vrai dans tous les milieux et dans tous les âges, mais c'est encore plus vrai dans les catégories populaires à 60% et parmi les parents à 60% également. C'est un peu moins vrai, là encore, chez les personnes âgées qui n'ont pas d'enfants. Si on passe à la slide d'après, on voit non seulement que les gens en ont parlé, mais aussi qu'ils nous ont dit, alors pour une moitié des Français, 49%, mais pour 61% des parents, ils nous ont dit c'est essentiel de parler de la lutte contre le virus et de la situation sanitaire en famille à la maison, et vous le faites le plus souvent possible. Donc c'était pas uniquement un sujet de conversation, il y a des peurs et des inquiétudes, ce qui est bien compréhensible. C'était aussi comme une nécessité, alors pour plein de raisons, hein, pour sensibiliser les enfants aux gestes barrières, avec leurs proches, avec à l'école, etc. Et puis c'était aussi une nécessité sans doute de compréhension de la société, de pédagogie par rapport à un moment qui pouvait être très perturbant pour beaucoup, pour les enfants, mais aussi pour les adultes au sein de chaque foyer. Donc, finalement, c'était aussi voilà, parler du virus, c'était une nécessité sans doute hein, d'extérioriser tout ça, mais c'était aussi une nécessité pédagogique, notamment pour les enfants. Si on passe à la slide d'après, on a demandé concrètement aux parents est-ce que vous avez le sentiment que vos enfants ont compris un certain nombre de choses pendant cette crise. Alors, par exemple, les raisons pour lesquelles des nouvelles habitudes ont dû être prises depuis plusieurs mois, le port du masque, les gestes barrières, etc. Là, on a 80% des parents qui disent oui, ils ont compris. Si on regarde dans le détail, on a un oui tout à fait, on est quand même qu'à 39%. Donc on voit qu'il y a une conscientisation des enfants qui ont plutôt compris la situation par ce travail de pédagogie hein, qu'on a vu avant de la part des parents notamment. Voilà, même s'il y a toujours une part d'incompréhension qui reste bien évidemment. Les enfants ont plutôt aussi bien compris les raisons pour lesquelles les parents imposent des périodes de confinement. Et puis les raisons pour lesquelles les écoles ont dû rester ouvertes à 72%. Là encore, on peut dire la même chose. Une forte compréhension, mais à la fois tout à fait n'est pas si
pas non plus prioritaire. Et puis il y a 2 points qui sont très importants aussi, c'est qu'on a 64% des parents qui disent que leurs enfants sont inquiets du risque de contaminer d'autres personnes. Et puis 53% des parents nous disent aussi que leurs enfants sont inquiets pour leur propre santé. Donc c'est des choses qui sont très importantes, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail de pédagogie sur les barrières, sur tout ça, qui était nécessaire, alors par les parents, par l'école aussi, bien évidemment, par tous les acteurs sociaux, hein, mais que forcément ce travail a pu aussi, puis la situation sanitaire tout simplement, a pu créer des craintes chez les enfants pour leur propre santé, mais surtout pour les autres. Ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a d'abord peur pour les autres avant d'avoir peur pour soi-même. Et cette peur pour sa propre santé, elle est encore plus forte parmi les enfants en logements sociaux, puisque 60% des parents vivant en logement social nous ont dit que leurs enfants avaient été inquiets pour leur propre santé. Sur la slide d'après, on va voir que à cette anxiété chez les enfants qui ont peur d'inquiéter, qui ont peur de contaminer leurs proches, répond une anxiété aussi des parents qui sont d'ailleurs plus inquiets pour la santé de leurs enfants que pour la santé de leurs aînés, les parents, leurs propres parents, grands-parents, tantes. Donc voilà, même si aujourd'hui, finalement, avec le recul, on se dit que le virus, il a davantage touché les personnes âgées, qui étaient les publics les plus à risque, il y a une vraie incertitude encore au moment de ce deuxième confinement, le premier, de savoir quel peut être l'impact sur les enfants. Il y a une vraie inquiétude chez les parents, les 3/4 d'entre eux, sur la santé de leurs enfants. Et puis, on a aussi 67% des Français qui disent qu'ils sont inquiets du risque de contaminer les personnes de leur famille. Et ce point-là, il est encore plus fort chez les jeunes, chez les moins de 35 ans, puisque 78% des jeunes sont contaminés. Enfin, dernière slide sur ces enjeux liés à la santé mentale, on voit que très concrètement, les enfants ont davantage sollicité leurs parents, puisque 41% des parents nous ont dit que leurs enfants les ont sollicités au quotidien plus que d'habitude. Et puis, 39% des parents également ont fait part du fait que leurs enfants semblaient plus inquiets ou préoccupés que d'habitude pendant cette période de crise sanitaire. Donc on voit déjà à ce moment-là, même si tous les problèmes de santé mentale ne s'étaient pas encore exprimés, qu'il y a une prémisse déjà de ces inquiétudes, de cette anxiété qui existe dans les familles, qui dans les mois suivants vont s'exprimer tout simplement par des symptômes, par des difficultés, par beaucoup de choses qu'on peut voir aujourd'hui sur le terrain. On va passer à la slide suivante sur finalement le vécu des familles, d'un point de vue plus organisationnel cette fois de la crise. Cette crise, elle a bien évidemment, on va encore passer à la slide juste après, elle a demandé à réinventer vraiment la vie des familles, organiser l'espace d'abord pour faciliter la cohabitation de tous, permettre la présence permanente ou presque des autres personnes vivant sous le même toit, pouvoir aussi s'isoler pour certains, se retrouver, etc. Concilier la vie de famille et l'activité professionnelle, en particulier pour les gens en télétravail, mais pas uniquement. Et puis comment aussi gérer la présence des enfants à la maison, etc. Donc tous ces nouveaux modes d'organisation, les familles disent en majorité que ça a été plutôt facile, même si là encore le très facile est beaucoup plus minoritaire. Mais surtout si on prend la question de la promiscuité, puisque ça rejoint beaucoup, on voit que 74% des Français ont dit certes que ça a été plutôt facile de vivre la présence permanente ou presque des autres personnes sous le même toit, mais on a quand même 26% qui n'ont pas très bien vécu cette promiscuité. Et on voit notamment là-dessus de manière très nette que ça a été moins bien vécu par les adolescents, jusqu'à 24 ans, les 15-24 ans, il y en a 33% qui l'ont mal vécu. Ça a été moins bien vécu aussi en région parisienne, à 32% pour des raisons de logement. Et puis, ça a été moins bien vécu aussi pour les gens vivant en logements sociaux, pour 34% d'entre eux. Donc voilà, une promiscuité qui, au global de la population française, a été plutôt facile à vivre, mais qui, lorsqu'on est dans des logements plus restreints et en zone urbaine, ont été cette fois plus difficiles à vivre. Si on passe à la slide suivante encore, on a demandé aux gens, est-ce que les mois qui viennent de passer, incluant la période de confinement, ont plutôt amélioré, dégradé ou n'ont pas vraiment changé les relations avec vos proches? Là-dessus, c'est intéressant et puis ça permet aussi de pas dire que des choses négatives, même si la crise sanitaire a été difficile pour beaucoup. C'est qu'on voit que
cette crise sanitaire, elle a été aussi bénéfique parfois pour les relations intrafamiliales. On voit notamment parmi l'ensemble des Français, il y a plus de gens qui nous disent que leurs relations familiales se sont améliorées plutôt que de gens qui nous disent qu'elles se sont détériorées. Ce qui est finalement assez étonnant, dans une situation où les gens finalement ont vécu beaucoup d'anxiété, ont vécu les uns sur les autres, etc. Donc on a 24% des Français en particulier qui nous disent que les relations avec les personnes qui vivent sous le même toit se sont améliorées. Et là, c'est intéressant parce que même si les 15-24 ans ont moins bien vécu finalement la promiscuité, ils sont plus nombreux à nous dire qu'ils ont amélioré leur relation avec leurs proches. Ainsi, un tiers des jeunes, 15-24 ans, qui nous disent qu'ils ont amélioré leur relation avec. Et c'est aussi vrai en HLM, en logement social, puisque 32% des gens vivant en logement social ont amélioré les relations avec les personnes de leur foyer. Donc voilà, on voit bien qu'il y a eu des difficultés spécifiques dans les zones urbaines, dans les logements sociaux. Mais il y a eu aussi parfois peut-être plus de solidarité, plus d'écoute dans les familles, et quelque chose qui était finalement très salutaire dans une période compliquée. C'est aussi vrai dans le dernier item, les relations avec les voisins. Et ça aussi, c'est très fort. Puisqu'on a 20% des Français qui disent que leurs relations avec leurs voisins se sont améliorées. Et là encore, on est à près d'un tiers si on regarde les gens qui vivent en logement social. Donc il y a eu vraiment une solidarité intrafamiliale et puis jusqu'au voisinage qui a pu être très bénéfique dans certains cas. Enfin, sur la slide suivante, on a demandé aux gens est-ce qu'ils ont davantage, c'est un peu lié à la question d'avant, est-ce qu'ils ont davantage parlé ou échangé, moins parlé ou échangé avec leurs proches pendant la crise sanitaire. Et on a, là encore, 24% des Français, si vous regardez le graphique du bas, qui disent avoir davantage parlé avec les autres membres de leur famille. Et là encore, c'est d'autant plus vrai pour les jeunes, puisque 37% des 15-24 ans nous ont dit avoir davantage échangé pendant la période avec les membres de leur famille. Ça rejoint notamment ce qui était dit avant sur tout ce qui est fait pendant cette période de crise sanitaire. Elle est faite aussi avec les parents, elle est faite avec les familles, parce que c'est un moment aussi où il y a beaucoup plus d'interdépendance. Voilà, troisième sujet, en passant à la slide d'après, qui est évoqué aussi déjà, l'usage des outils numériques et des écrans pendant les confinements. On voit, si on passe à la slide, la slide suivante, on voit bien, ça aussi, ça a été beaucoup évoqué. Les Français ont une vision à la fois négative et positive des écrans après l'expérience de cette crise sanitaire qui a révolutionné pour beaucoup l'usage du numérique, puisque ces écrans, ils contribuent. Il y a déjà un pendant négatif, c'est qu'ils contribuent à creuser parfois des inégalités, puisque tout le monde n'est pas équipé de la même manière. Alors là, on a 75% des Français qui s'expriment. Mais c'est aussi des outils qui ont permis, dans la partie positive, aux personnes isolées de se sentir moins seules, 72% des répondants. Pour 71%, elle a permis aussi de créer des habitudes qui vont continuer au-delà de la crise sanitaire, qui correspondent finalement à un vrai besoin. Et puis, 70% des Français nous ont dit aussi que ces outils ont permis de se parler plus souvent. Donc voilà, ils ont été finalement un moindre mal, même si les difficultés existaient, un moindre mal pendant ces confinements qui empêchaient de voir directement la plupart de nous. La slide suivante va nous intéresser aussi sur comment les parents ont pu gérer le temps passé par leurs enfants devant leurs écrans. Et là, on voit que ça a été bien entendu une grande difficulté pour les parents qui n'étaient pas tous, qu'ils étaient armés ou non en termes de connaissances technologiques. Ça a été difficile pour beaucoup de parents de gérer tout ça. Ainsi, 55% des parents nous font part de difficultés sur le temps passé par leur enfant dans leur écran. Dont 35%, même plus d'un tiers, nous disent que c'est arrivé même plusieurs fois. 44% font part de difficultés dans la maîtrise des outils numériques. 39% font part également de problèmes dans le contrôle des contenus, avec le risque d'enfants exposés à des contenus violents, voire pornographiques, etc. Et enfin, 30% des parents ont fait part de difficultés liées au fait de pouvoir contrôler tous les risques de cyberharcèlement qui, selon un grand nombre d'études et de retours de terrain, ont largement progressé pendant cette crise. Deux choses sur les profils par rapport à tous ces enjeux qui concernent finalement tous les parents, quels que soient les milieux. Le temps passé devant les écrans, c'est pas seulement un problème d'ados, c'est pas seulement un problème de jeunes enfants, etc. Ça commence dès temps. On a presque autant de parents de 5 ans qui nous disent avoir eu ces difficultés-là que de parents d'adolescents. Le pic, toutefois, étant les parents d'enfants entre 6 et 14 ans, c'est là où c'est le plus difficile de contrôler l'usage des écrans.
C'est exactement la même chose sur le contrôle des contenus. Le risque de contenus violents, pornographiques, etc. Là aussi, on voit autant de difficultés de la part des parents, quel que soit l'âge des enfants. C'est-à-dire que l'enfant qui est de 3 à 18 ans, les parents nous expriment une difficulté à contrôler ces contenus. Enfin, concernant le cyberharcèlement, il y a une difficulté qui est plus territoriale, c'est-à-dire que ce problème cette crainte en tout cas et cette difficulté à gérer les cas possibles de cyberharcèlement sont beaucoup plus cités en région parisienne à 39%, dans les grandes villes aussi à 31%, beaucoup plus qu'en zone rurale où on n'est qu'à 23% de parents qui ont ce genre de difficultés. Voilà, il y a une concentration de difficultés liées au cyberharcèlement plutôt dans les zones urbaines. Et enfin, notamment dans les logements sociaux, puisque 43% des parents dans les logements sociaux ont des craintes liées au cyberharcèlement. Voilà, la dernière slide va nous permettre de conclure sur cette question des enjeux numériques, puisque là, ça confirme vraiment l'impact de la crise sur ces enjeux. 52% des parents disent clairement que ces difficultés ont été plus importantes que d'habitude pendant cette période de crise sanitaire. Enfin, je vais conclure par quelques dernières slides. Comment on peut imaginer la suite à travers ces enseignements, quel impact et quel bilan de la crise à moyen et long terme. Concernant, on va passer du coup aux slides suivantes. Concernant leur avenir proche, alors encore la slide d'après, on voit, et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, puisque je vous rappelle l'enquête réalisée en novembre dernier, ce que les gens voulaient le plus à l'époque, c'était rétablir les liens sociaux, c'est-à-dire revoir les membres de leur famille qu'ils n'ont pas pu voir pendant le confinement, tous les gens en dehors de leur foyer, et puis revoir leurs proches, leurs amis, au-delà du cercle. Ce besoin-là, il est beaucoup plus important que le besoin d'activité, de consommation, finalement de mobilité même. C'est vraiment rétablir ces liens sociaux, et je pense que c'est quelque chose qu'on vit un peu aujourd'hui dans une phase relative des confinements, s'il y a encore des restrictions. Et puis ce besoin-là, il est vrai dans tous les milieux sociaux. Hein. C'est aussi vrai parmi les catégories populaires, les catégories aisées, chez les personnes âgées, les personnes jeunes. Voilà, il y avait vraiment un besoin de recréer du lien. La slide d'après nous enseigne sur les craintes des familles à court et moyen terme. Et là, on voit bien, ça rejoint les premières slides du début, hein, c'est que les principales craintes des familles, c'est lié quand même à la crise économique et sociale. C'est-à-dire que la crise sanitaire, bien sûr, a été dramatique, en mort, en maladie, etc. Il y a des énormes enjeux de santé mentaux. Et pour beaucoup de familles, la crise sanitaire, c'est d'abord une crise économique et sociale. 38% d'entre eux nous parlent que disent que c'est leur principale crainte. Ça monte même à 42% parmi les catégories. Et puis enfin, qu'est-ce que ça va laisser cette crise sur le quotidien des familles, dans le vécu des familles? Si on prend la slide suivante, on voit que la majorité de familles françaises est quand même plutôt optimiste, en disant que la crise, finalement, elle a permis d'inventer de nouvelles manières de vivre en famille, même s'ils ont été obligés de réduire les contacts physiques. Et finalement, cette crise, les aspects négatifs qu'elle a eu, elle a finalement eu aussi des impacts majoritairement positifs pour les familles. Mais on a quand même, à l'inverse, 38% des gens qui nous disent que cette crise, elle va bouleverser durablement les relations familiales. Et ça, ils le regrettent profondément. Et sur cette dernière part de gens plus inquiets, hein, 38%, on voit que c'est beaucoup plus présent chez deux catégories, les parents, à 40%, un peu plus, mais surtout les familles monoparentales, puisqu'on a 48% des parents qui sont seuls, qui pensent que la crise va bouleverser durablement les relations familiales, donc entre le parent isolé et ses enfants, d'où peut-être des difficultés très spécifiques dans ces familles. Voilà, je vous rends l'antenne, et puis bien sûr je suis à disposition s'il y a tout type de questions par la suite. Merci beaucoup Aurélien Prudhomme pour cette présentation qui, je pense, fait écho à pas mal de dimensions qui ont pu être présentées par Jérôme Jardry et Laura Cossy. J'ai reçu quelques questions dans le chat. Donc la première qui fait écho à votre slide sur le fait que les femmes ont vécu un petit peu plus difficilement le confinement que les hommes. Donc je crois que le ratio c'était 51% pour les femmes, 49% pour les hommes. Donc ça a surpris 41, pardon. Donc la question, c'est 42, pardon. Ces chiffres sont surprenants quand on pense à la répartition des tâches domestiques, à la charge mentale qui pèse sur les femmes. Pensez-vous qu'il y ait eu un biais dans les réponses des femmes qui ne se rendraient peut-être pas pleinement compte de tout ce qu'elles font dans l'espace domestique? Peut-on penser que le caractère inédit de cette crise a permis de révéler la forte importance de cette dimension? Non, je pense qu'il y a eu... Les femmes nous disent qu'elles ont vécu plus difficilement la crise. Hein.
Je crois que ça a été compris de manière inverse. Au contraire, justement, elles expriment plus de difficultés parce qu'il y a eu cette charge mentale, parce qu'il y a eu beaucoup plus ils ont pris en charge beaucoup plus de tâches quotidiennes. Et ça, elles Oui. l'expriment en tout cas beaucoup plus. Enfin, c'est comme ça qu'on peut expliquer le fait qu'elles aient eu plus de difficultés en famille, bien entendu. Et ça Donc, rejoint. Il y a eu beaucoup d'enquêtes là-dessus. Je vous invite à. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui permettent vraiment d'objectiver ces données, hein. C'est-à-dire que le temps passé par les femmes pour les tâches familiales ont beaucoup progressé pendant cette crise sanitaire. une deuxième question, savez-vous si cette étude va être poussée afin d'avoir un retour des familles 1 an après, voire plus? La décision n'a pas encore été prise, mais je pense que ça pourrait être très utile en tout cas de suivre ces choses dans la durée. Est-ce que ça sera dans le cadre de cette étude ou d'autres? Il y a eu d'autres études, hein, sur bien sûr par les Français, par les familles, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que le suivi de tout ça sera très important. On le voit sur beaucoup d'enjeux, hein, les enjeux de santé mentale, on en parlait beaucoup moins après le premier confinement. C'est des choses qui ont mis du temps avant de ressortir. La crise n'est pas encore terminée, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses on n'a pas encore revenu à la normale, et puis il y a des choses qui vont sans doute parfois des années avant de ressortir. Donc, je pense que le suivi. Une dernière question peut-être avant de laisser un petit peu la parole à Sylvie Charrière. Donc sur la question du numérique, savez-vous si les problèmes d'addiction sont plus présents dans certaines couches sociales, dans certains territoires, que dans d'autres? C'est pas une question qui a été posée dans le cadre de cette étude, mais oui, beaucoup d'études le montrent, hein. Alors la première des addictions, le tabac, il y a une grande étude qui vient de sortir sur la consommation qui, pour la première année depuis longtemps, n'a plus baissé, voire même augmenté depuis 1 an, et notamment parmi les catégories populaires. Euh, mais si on prend l'ensemble des addictions qui sont nombreuses, et il faudrait aller voir après dans chaque addiction, bien entendu, c'est une prévalence qui est plus forte dans certains milieux, dans certains âges, bien sûr, même si le problème des addictions transcende très largement les milieux sociaux. C'est un problème, bien sûr, global, mais plus présent dans certains milieux. Merci beaucoup pour cette présentation. On reviendra peut-être à la fin sur les dernières prises de parole. On va enchaîner avec l'entretien donc de Joël Bordet, qui est psychosociologue et membre du réseau international Jeunes, Inégalités sociales et Périphérie. Et donc son entretien va porter sur les conséquences de la crise sanitaire pour les jeunes, les familles et les acteurs des quartiers politiques de la ville. Pour cette journée du printemps des cités éducatives consacrée à la crise sanitaire, nous recevons Joëlle Bordet, chercheuse et psychosociologue. Nous vous remercions, Joëlle Bordet, d'avoir bien voulu intervenir. Vous êtes chercheuse, psychosociologue, et nous connaissons votre écoute et votre conscience des enjeux et des effets, justement, de cette crise. Militante de l'éducation populaire et acteur de longue date de la politique de la ville, vous avez mené différents travaux pendant le confinement, portant notamment sur les jeunes et les familles pendant cette crise, avec le réseau de recherche-intervention Jeunes, Inégalités sociales et Périphérie, que vous avez créé. Merci d'abord d'accueillir les travaux du réseau Jeunes, Inégalités sociales et Périphérie. En fait, c'est un réseau de recherche international que j'ai créé quand j'étais directrice de recherche au Centre scientifique et technique du bâtiment. À l'époque, Philippe Dard, qui était mon responsable, m'avait incité à créer ce réseau, qui est en fait un réseau de 9 pays, avec des chercheurs, mais aussi des pédagogues et des artistes. Et dans le cadre de ce réseau, on mène des recherches-interventions, puisque mon métier, c'est la recherche-intervention, et c'était aussi beaucoup celle au CSTB. Et donc c'est dans le cadre de ce travail, de ce réseau français, mais aussi international, qu'on a mené des travaux pendant l'épidémie du Covid. Alors d'abord parce que franchement, être enfermé sans lien avec les quartiers populaires, pour beaucoup d'entre nous, c'était impossible. Donc on a inventé en fait comment être en lien avec les quartiers populaires, mais aussi comment en témoigner quelque chose. On est vraiment dans des travaux de témoins-interprètes, comme dirait Philippe Guton,
psychanalyste qui travaille beaucoup avec nous. Et ce travail de témoin-interprète me paraît extrêmement important par rapport à cette épidémie qui ne peut pas être une parenthèse, mais qui est forcément très influente aujourd'hui. On l'a vu dans les quartiers populaires. Donc avec le réseau de recherche français, on a mené 2 types de travaux. On a fait dans le premier confinement un réseau d'écoute de 43 professionnels sur 17 sites en France, qu'on a écouté donc sur à la fois les changements pour les jeunes, les familles, et puis aussi sur leurs pratiques de professionnels de l'éducation, en particulier les animateurs et les éducateurs de prévention spécialisés. Et voilà, ça c'est le travail du premier confinement qui a donné naissance à des articles, à des web radios, et qui en fait est un rapport aussi de 150 pages où on a vraiment beaucoup retranscrit des situations vécues. Le deuxième travail après, il y avait une question qui émergeait vraiment de ces travaux de la première phase, c'est en fait, l'imposition de nouveaux phénomènes sociaux graves, comme la crise alimentaire, comme la peur dans les familles de la mort, en fait, qui fait que la demande sociale, elle a beaucoup changé, mais aussi, j'allais dire, la temporalité des habitants. Donc, j'ai appelé ça la condensation de la demande sociale. Alors, ça demande à être travaillé, mais on a fait des monographies sur 6 sites en France, qui, en fait, pour étudier cette question de comment l'évolution de la demande sociale des habitants et de ce qu'ils ont à vivre transforme aussi les politiques publiques de territoire et le travail des professionnels. Donc, voilà, les civils, c'est Nanterre, Roubaix, Dunkerque, Dieppe, Armentières, Grigny, j'espère que je n'en oublie pas. Et donc, c'est 15 personnes qui se sont impliquées, on va dire bénévolement, pour le moment, pour faire tout ce travail, qui a été un travail d'entretien, à la fois des jeunes, des familles, et en même temps des professionnels de proximité et des cadres des municipalités. Voilà, ça c'est le niveau national et c'est de ce lieu-là que je vais parler aujourd'hui par rapport à la situation. Par ailleurs, au niveau international, on a fait un travail qui je trouvais très très intéressant. 80 jeunes de 11 pays se sont envoyés des lettres pendant le confinement. Par exemple, le jeune Sénégalais au jeune Ukrainien disant « Mais mon frère, on est la génération Covid, c'est nous qui allons refaire le monde ». Et réellement, de prendre cet événement par les jeunes et les lettres avec leur correspondance, c'est vraiment un très très beau moment aussi, et on essaye aujourd'hui d'en faire des événements artistiques. Et par ailleurs, on a fait des visioconférences avec tous les pays du réseau, voilà, c'est-à-dire le Brésil, le Sénégal, Israël, Palestine, Russie, Ukraine, Portugal, Italie, pour en fait se parler ensemble aussi de comment chacun analyse les effets du Covid dans chaque contexte et comment on continue à être ensemble pour accompagner les jeunes des quartiers populaires. Oui, alors c'est vrai que cette question elle est importante, c'est-à-dire moi je pense qu'il faut faire attention à pas traiter, même si on sort et j'espère bien de l'épidémie du Covid et j'espère assez vite parce que c'est vraiment très 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 important pour tous et qu'on sera pas rattrapé par des variants. Enfin vraiment, il y a vraiment un vrai enjeu aujourd'hui. Je pense qu'on peut pas le traiter comme un événement entre parenthèses. Je pense qu'il y a vraiment des évolutions et il y a quelque chose qui s'est passé dans cette histoire collective et dans la façon dont les quartiers populaires ont pu le vivre. Parce que selon où on est dans la société, on n'a pas vécu le Covid de la même façon. Et ça n'a pas joué sur la fragilisation de nos modes de vie de la même façon, ni sur la façon d'ailleurs d'y résister ou de transformer cet événement. Donc, moi, je différencierais vraiment le premier confinement, qui a été quand même une sidération. C'est-à-dire du jour au lendemain, tout s'est fermé. Quand on dit tout s'est fermé dans les quartiers, c'est tous les lieux d'accueil, c'est tous les lieux d'accueil des missions locales, des lieux de médiation sociale, c'est aussi, d'une certaine façon, les transports pour aller au centre-ville. Donc c'est vraiment la relégation, quoi. C'est vraiment la relégation. C'est aussi le silence, c'est aussi le retrait des circulations. C'est des gens aussi qui ont perdu leur boulot instantanément. C'est les cantines scolaires qui ont été fermées. Donc ça a eu des effets immédiats sur les familles. Et en particulier, il y a des familles qui ont basculé tout de suite sur la question d'avoir plus d'argent. Parce que plus de travail, plus de cantines scolaires. Les cantines scolaires, ça a été très important. Donc du coup, le choc a été vraiment très très important. Et c'est le choc du confinement qui a été une sidération. Et assez vite, les éducateurs de rue sont retournés dans la rue. Même s'ils ont rattrapé beaucoup les gens sur le numérique a pris une importance considérable avec l'éducation nationale, mais aussi avec les animateurs, mais aussi avec les éducateurs. Tout le monde était sur ne pas perdre le lien.
Et je pense que l'effort a été absolument considérable pour ne pas se perdre, en fait. Et moi, j'admire beaucoup ce qu'ont inventé des professionnels, les éducateurs, qui ont inventé des web radios, qui ont inventé des radios de quartier, qui sont retournés très vite aussi en présentiel, mais en même temps en calculant comment, qui ont assumé aussi la question sanitaire avec les jeunes, qui sont intervenus. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de l'effort collectif qui a été fait pour aussi résister à cette peur. Mais la deuxième phase, moi, je la trouve pas facile du tout. C'est-à-dire ce qui se passe depuis le premier confinement, depuis le deuxième et la suite, là, on est dans une phase très, très difficile. Pourquoi? Parce que les impacts du Covid, maintenant, on les voit pour de vrai. Et, par exemple, quelque chose qui est très marquant, c'est que dans le premier temps, tout le monde avait peur, mais beaucoup de gens ne voyaient pas le virus. Est-ce que vraiment c'est vrai ce truc-là? Est-ce qu'il nous impose pas ça? D'ailleurs, on sait bien les dynamiques complotistes qu'on puisse développer. Mais en fait, quand on regarde les statistiques de mortalité, elles sont fortes dans les quartiers populaires. Pourquoi? Parce que des fois, les gens, ils vivent à 4 générations dans les logements. Donc, qui est-ce qui devient dangereux? C'est les enfants. C'est les enfants qui rentrent avec le Covid dans la maison. Et alors, on assiste à des trucs un peu étonnants, mais importants. Des jeunes qui disent, mais quand on est dehors, on est entre nous, on va pas se donner le Covid. Et qui n'arrivent pas très bien à réaliser que, oui, ils vont se le donner entre eux, et c'est là qu'ils vont rentrer à la maison avec. Mais en fait, c'est tellement difficile de rester à la maison. On peut pas rester à la maison. Donc, vous voyez, ce dedans extérieur, intérieur-extérieur, qui est quand même quelque chose de très important dans les quartiers populaires. On vit dedans dehors, on peut pas vivre tout le temps dans le logement. Les logements, ils sont trop petits. Puis, il y a toutes les générations. Et alors, quand l'école, il faut faire l'école à la maison, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les garçons sont sortis, très souvent, et ils sont sortis aussi pour gagner de l'argent rapidement. Alors du coup, on a assisté effectivement, alors le trafic au début un peu tombé, mais après il est reparti. Et surtout, le mouvement de ce qu'on appelle l'ubérisation. C'est-à-dire, en fait, pour faire vite, c'est le livreur, quoi. Et plein de jeunes sont devenus livreurs. Pourquoi? Pour rapporter de l'argent rapidement dans les familles. Parce que ça basculait, et c'est quand même indigne d'aller faire la queue pour obtenir à manger. Donc le nombre de femmes en famille monoparentale, par exemple, qui se sont battues pour avoir des emplois, et qui du jour au lendemain se retrouvent à faire la queue. Je me rappelle d'une dame qui dit, mais c'est indigne, quoi. Et donc moi, je suis devenue bénévole parce qu'il fallait que j'aille faire la queue. Donc je faisais les deux. J'étais à la fois bénévole et je faisais la queue. Donc vraiment, cette question des réactions sur le premier confinement, on trouve la suite aujourd'hui. Et on peut pas dire que c'est une réouverture. On peut dire qu'il y a une poursuite des effets et des effets qui sont tangibles sur d'autres dimensions. J'allais dire que le Covid tout seul. C'est-à-dire la question alimentaire. Et la question financière surtout, la question d'avoir de l'argent qui rentre dans les familles. Et puis la question de la peur de la mort. Donc là, on voit bien qu'il y a une transformation en fait de la demande sociale qui est due effectivement à ces transformations-là. Donc vous voyez, ça fait processus. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est que ça fait processus. Je pense que tous les acteurs sont dans le processus. Il y a aussi des municipalités. Alors moi, j'ai beaucoup observé les municipalités parce qu'il y a des services entiers quand même qui sont très en retrait depuis, malgré tout, les services de guichet, on va dire entre guillemets, sont en retrait. Que ce soit les missions locales, que ce soit même l'ASE, que ce soit. Et donc en fait, c'est les acteurs de la proximité territoriale qui se sont vraiment retrouvés en première ligne, quoi. Et en particulier les municipalités. Alors c'est vraiment intéressant de voir les types d'inventions collectives qui se sont passées avec les municipalités. Par exemple, à Grigny, parce que j'ai fait la monographie sur Grigny, ils ont ouvert la plateforme canicule pour aller chercher tous les gens isolés. Ils les appelaient 3 fois par semaine pour voir quelles étaient leurs demandes et en même temps refaire le lien avec l'accès aux droits. Parce que ce qu'on a vu, alors après je vais parler peut-être effectivement de comment ils ont vécu tout ça, mais pour dire qu'on est dans le processus, il faut pas penser que c'est fini et que c'est très très important, par exemple dans le cadre des cités éducatives, de pouvoir prendre en compte les effets de ce processus parce que en fait, ça va forcément être aussi une couleur des cités éducatives. Ou alors, ça veut dire que les cités éducatives sont en surplomb de tout. Mais je sais que c'est pas la réalité. Donc, c'est intéressant aussi pour les cités éducatives d'analyser comment, de fait, elles prennent en compte qu'on n'est pas dans n'importe quelle période. Et que là, il y a une période à accompagner qui est très importante. Oui, ça c'est très important. C'est maintenant où est-ce qu'elles en sont, ces habitants des quartiers populaires. Alors moi, je vais surtout parler des jeunes et des familles. Quand je dis les familles, c'est les pères, les mères et les enfants. C'est-à-dire, on pourrait aller beaucoup plus loin. J'ai pas fait d'études sur les enfants. Je vois bien que pour les pères, ça a été très compliqué aussi. Et que ça a aussi changé à l'intérieur des familles, j'allais dire, qui portent les responsabilités. Et on a retrouvé quand même souvent un couple mère-fils. Pourquoi? Parce que les mères portaient la famille. Les pères se sont retrouvés dans une forme d'inutilité sociale à cause du travail quand il a été fermé. Et qui est-ce qui a été chercher l'argent dans les quartiers?
c'est les fils. C'est un classique, mais voilà. Et les filles se sont retrouvées beaucoup à l'intérieur, souvent en solidarité bien sûr avec les enfants et les mères, mais quand même très recluses. Donc on a une évolution là qui est très importante. C'est aussi les rapports familiaux. Et ce qui est sûr et ce qui est très important, c'est que les jeunes sont d'abord solidaires de leur famille. C'est-à-dire que ils sont pas du tout ailleurs, même s'ils sont sortis d'ailleurs, même s'ils peuvent être sortis toute la journée, ils ne sont pas ailleurs. C'est-à-dire ils sont vraiment dans cette question de être avec leur famille. Et du coup, la famille élargie, on ne pouvait plus aller voir la famille élargie. Donc en fait, ce qu'a vraiment été la famille, c'est la famille et le voisinage. J'appelle ça la communauté de vie aussi. C'est la communauté de vie des quartiers populaires. Et les communautés de vie ont pris beaucoup d'importance, à la fois avec le soutien caritatif et à la fois avec le soutien des municipalités. Et quand effectivement des villes, là je pense à Grigny, ont à un moment donné fait sauter les rôles professionnels pour faire des campagnes avec 250 professionnels de la ville, c'est une façon aussi d'accompagner ce qui se passe là. Mais on pourrait parler de Dunkerque, de toutes ces villes qu'on a analysées qui font des efforts très importants en lien avec les CCAS, en lien avec les services internes, en lien avec tous les professionnels, pour effectivement ne pas laisser tout le champ caritatif non plus, et tenir aussi leurs responsabilités sur ces nouveaux enjeux qui sont à la fois la santé. La santé, c'était déjà un enjeu, mais là, il y a des enjeux aussi de santé mentale. C'est-à-dire, on voit des gens qui vraiment basculent, pour lesquels on est au bord de l'implosion. C'est très difficile. Donc, même les enjeux de santé mentale, ils ont bougé. Et puis, les enjeux de santé tout court. Et puis les enjeux effectivement alimentaires. Donc la question éducative, si on veut la traiter, il faut la traiter aussi à travers ça. Je pense que le volontariat rémunéré, ce qui est intéressant, c'est que ça permet rapidement de faire rentrer dans les familles de l'argent légal. Et je pense qu'on a une question sur le légal-illégal. Et l'ubérisation, effectivement, crée du flou par rapport à tout ça. Donc voilà, et la réponse sécuritaire, de sécurité publique, ne pourra pas tout transformer des enjeux aujourd'hui de rapport à l'argent légal. Et aussi, les jeunes vont pas retrouver tout de suite comme ça les chemins de l'autonomie par la formation professionnelle. Sinon, il risque d'y avoir une césure à l'intérieur des quartiers populaires entre ceux qui, de fait, vont pouvoir se saisir, j'allais dire, de l'offre d'autonomie, et puis ceux qui ne pourront plus s'en saisir. Parce que de fait, ils seront pris dans un conflit de loyauté aussi avec leur famille. Donc je pense que si on veut pas une césure dans les quartiers populaires entre ceux qui, de fait, vivront des forces endogènes du quartier parce qu'ils ne pourront pas faire autrement et qui seront dans une confrontation malheureusement souvent avec la police, et de l'autre des jeunes qui vont se saisir de l'emploi et de l'autonomie, si on veut qu'il y ait une continuité pour tous les jeunes de l'accès à l'autonomie, il faut pouvoir mettre en place des formes de travail qui permettent effectivement d'empêcher cette césure. Tout le monde connaît, quand on connaît mes travaux, tout le monde connaît mon attachement aux professionnels de proximité. Mais c'est vrai que je pense que j'ai pas tort, parce que franchement, ils ont travaillé. Et ce qui est très triste, alors pas toujours, pas partout, ils ont pas fait tout ce qu'ils voulaient, mais je pense que ce qui est pas bien, et je sais pas comment on aurait pu faire autrement, mais d'avoir été considérés comme des activités non essentielles pendant plus d'1 an, c'est quand même extrêmement difficile dans une professionnalité. Et je pense que là, vraiment, c'est très très difficile. Donc, comment accompagner les professionnels pour que très rapidement, ils se sentent essentiels dans les quartiers populaires et pas comme non essentiels, parce que l'éducation nationale serait essentielle et les forces de sécurité seraient essentielles, mais pas les animateurs et les éducateurs. Et là, je pense que c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est pas juste. C'est pas juste parce que les lieux que tiennent les animateurs et les éducateurs sont des lieux de médiation sociale, sont des lieux aussi d'accompagnement éducatif, mais aussi si on a des rixes dans les quartiers aujourd'hui, c'est aussi parce que les lieux de médiation sociale n'ont pas pu être ouverts et que du coup ce rôle de la médiation, ce rôle de faire tomber la pression, de faire aussi accompagner les jeunes et les enfants par rapport à ce qu'ils vivaient. Bon, je pense que là il faut vraiment faciliter le travail des éducateurs et des jeunes à la fois par l'organisation. L'été est un enjeu, l'été est un gros enjeu, et la possibilité de monter des séjours, la possibilité de monter des séjours avec les familles, la possibilité de respirer et la possibilité pour les animateurs et les éducateurs d'être vraiment
tout à fait reconsidérer et d'ouvrir très rapidement les lieux de médiation sociale et interculturelle. Donc c'est vrai que je pense que là, ça joue beaucoup, ça joue un rôle important dans le lien intergénérationnel, dans le lien de confiance dans les quartiers et dans cette capacité de rejouer l'ouverture intérieure-extérieure des maisons dans le quartier et donc ce phénomène d'inclusion sociale qui se joue dans les quartiers populaires. Et là, je trouve qu'il y a des choses qu'ont inventé les professionnels pendant cette époque, en particulier dans l'usage du numérique, dans l'usage entre eux. Et les jeunes, de fait, se sont saisis du virtuel maintenant depuis un certain nombre d'années, en particulier les jeunes des quartiers populaires. Donc les accompagner sur effectivement continuer à être sur le virtuel en même temps que sur le réel. Là, actuellement, je fais un travail avec une centaine d'éducateurs à Paris, avec Arkea et Feu Vert, pour écouter comment ils se saisissent du numérique. C'est passionnant, mais on peut pas travailler aujourd'hui avec les jeunes sans comprendre ce rapport entre le numérique et le réel. Donc on a fait des progrès immenses pendant le Covid, et ce serait très important de pas perdre ça. C'est-à-dire il y a eu un nombre d'expériences, il y a eu un nombre d'inventions, il y a eu un rapport de présence aux autres, et je pense que là on a aussi les acquis du Covid. Alors ça c'est, je pense, très important pour que les animateurs, les éducateurs, l'ensemble des professionnels de proximité retrouvent leur place, c'est aussi d'identifier ce qu'ils ont inventé. Par ailleurs, il faut pouvoir très vite redonner une présence importante à l'ASE, à la PJJ, aux missions locales, à toutes les structures relais en fait de la demande de proximité. Parce que sinon les professionnels ils se retrouvent avec une demande en fait qu'ils peuvent pas traiter. Et c'est vrai qu'on a quand même des situations de violence familiale graves, on a quand même des situations de peur et la question de la santé mentale. Donc vous voyez, il y a tout un travail encore plus inclusif qu'il faut faire qu'avant, entre les professionnels qui reçoivent, on va dire, les premières demandes, le premier lien, et ceux qui, dans un deuxième temps, peuvent le traiter d'une façon spécifique. Et ben ça, il faut le repenser, et il faut le repenser avec l'évolution de la demande sociale, c'est-à-dire en prenant en compte que les priorités des familles sont aussi, des fois, dans la survie immédiate. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à repenser aussi en termes d'accompagnement, et là, les cités éducatives peuvent jouer un rôle très important, parce que c'est une façon de faire le partenariat. Et là, évidemment, la question de la place et des familles et des jeunes est au centre. C'est-à-dire, est-ce que les familles sont actrices des cités éducatives? Est-ce que les jeunes sont des acteurs des cités éducatives? C'est-à-dire que c'est pas une affaire de professionnels ni de politique, les cités éducatives, mais c'est une affaire où, j'allais dire, les habitants pourraient être au cœur aussi d'un certain nombre de processus de travail, mais aussi de décision. C'est-à-dire que ce ne sont pas des usagers. Ce sont effectivement pour moi des coproducteurs de ces politiques publiques pour qu'ils puissent effectivement, eux, pouvoir, j'allais dire, sortir de la survie. Parce que ce qui est très inquiétant, c'est le temps du Covid. Le temps du Covid, c'est un temps de l'incertitude ponctué de situations d'urgence. Alors, il y a déjà des quartiers qui vivent ça. Quand j'ai fait le travail à Grigny, ils m'ont dit, mais tu sais, c'est déjà le temps du quartier, hein. C'est déjà comme ça. On est déjà dans l'incertitude et dans la question de la situation d'urgence. Moi, j'ai pas envie que tous les quartiers populaires ils aient à vivre cette tension-là. Et même s'ils vivent cette tension-là, alors c'est comment on la transforme. Donc les enjeux à tenir, eh ben c'est déjà de ne pas perdre ce qui s'est passé. C'est déjà regarder ce qui s'est passé, regarder ce que ça produit et ne pas perdre le fait que les familles sont au cœur des choses et que les familles peuvent être tout à fait acteurs des transformations. Et d'ailleurs, on l'a bien vu que quand l'école elle était fermée et qu'il a fallu faire à l'école à la maison, qui c'est qui faisait l'école? C'était quand même les familles. Donc la question même des familles comme co-éducateurs, c'est pas un vain mot dans les quartiers populaires. L'autre chose qu'il faut effectivement retravailler, c'est la question des situations de survie immédiate, alimentaire, de santé et de santé mentale. Il faut pouvoir le réarticuler avec les dynamiques éducatives et avec effectivement ce rapport entre l'école, le territoire. Et là, on est en plein dans les cités éducatives. C'est comment effectivement l'éducation, c'est tout ce travail collectif. Et c'est aussi donner du temps au temps. Alors moi, j'ai la chance actuellement, je le dis comme ça, hein, de créer des ateliers de la pensée critique dans le cadre des cités éducatives. Et j'en remercie beaucoup la NCT, mais aussi le Clémier et la DGESCO avec qui c'est très intéressant de travailler. Et ben moi, je suis contente de faire les ateliers de la pensée critique en ce moment, parce qu'en fait, c'est des moments qui donnent du temps au temps. C'est des moments où on se pose, c'est des moments où on pense ensemble, c'est des moments où il y a du collectif pour penser, donc quelque chose qui n'est pas non plus dans l'efficace tout de suite de la survie, mais n'empêche qui fait respirer. Et je pense que ça, c'est un enjeu qu'il faut tenir, c'est comment respirer,
parce que c'est le temps de la respiration qui permettra de sortir de ces temporalités aussi d'incertitude et de survie immédiate. Donc il faut vraiment donner du temps au temps, et je pense que l'été doit être un temps fort de se donner du temps au temps pour respirer. Donc vous voyez, on a plusieurs enjeux, et je pense qu'on peut prendre le Covid bien sûr du côté de la difficulté, mais aussi de ce qu'on en apprend, et de ces exigences qui fait qu'on a à tenir des choses peut-être plus vite qu'on ne les aurait tenues s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc voilà, je pense que c'est pas du tout pour dire que c'est bien le Covid, mais c'est de dire que c'est une donne qu'il faut intégrer en fait dans nos capacités de mobilisation actuelles. Donc, on remercie de nouveau Joëlle Bordet pour cet entretien, même si elle ne peut pas être présente aujourd'hui. Donc, dans l'espace-temps qui nous sépare, on la remercie quand même. Peut-être une réaction, Madame Charrière, suite à cet entretien de Madame Bordet qui complète vraiment bien toutes les interventions qu'on a pu avoir aujourd'hui. Oui, une intervention vraiment d'une excellente richesse, et merci beaucoup à Joëlle Bordet, qui fait d'ailleurs partie de notre comité d'orientation et d'évaluation des cités éducatives du CNOE. Oui, moi je note plusieurs points sur lesquels, par rapport aux travaux de réflexion qu'on menait, qui trouveront leur concrétisation dans le rapport qu'on va bientôt sortir, le fait que les enseignants, enfin pardon, que les familles et ne soient pas que des acteurs, des usagers, mais soient pris comme des coproducteurs, moi je trouve ça essentiel. Et effectivement, dans nos travaux, on a vraiment cette vision de mettre en place, d'encourager les cités éducatives à mettre en place des observatoires, mais aussi dans le cercle très rapproché, qui n'est pas évidemment la Troïka, mais voilà, que les jeunes et leurs familles trouvent une place et puissent être force de proposition dans tout le travail et soit considéré comme un acteur au même titre qu'un autre. Ensuite, bien évidemment, j'ai pris la remarque, et faisant partie, voilà, étant députée, d'avoir effectivement pas considéré les éducateurs et les animateurs comme des activités essentielles. Et bien évidemment, voilà, on a bien vu qu'au niveau des quartiers, c'était un maillon fort, et que c'était bien dommage qu'ils soient rentrés, qu'ils ne soient pas sur le terrain, parce voilà, ça aurait beaucoup plus facilité les choses, sûrement, sur les conséquences du Covid. D'ailleurs, sur les conséquences du Covid, et je vais totalement dans le sens de Joëlle Bordet, sans dire que cette crise qui a fait beaucoup de dégâts et de morts sur notre territoire est un bien, mais quelque part, elle nous a forcés à avancer dans beaucoup de domaines et à se poser encore plus de questions, notamment aussi sur une gestion de crise immédiate, et voir comment, si éventuellement, malheureusement, on était confronté à une nouvelle crise sanitaire, quels seraient les leviers immédiats à activer, et quels sont justement ces acteurs essentiels. Et après aussi, je pense que du coup, je reviendrai vers elle quand elle parle des formes de travail qui puissent empêcher la césure par rapport aux jeunes. Elle a parlé d'ubérisation, mais elle a évidemment parlé d'économie parallèle. Pour le coup, j'aimerais un petit peu que la revoir pour qu'elle nous parle de ces formes de travail, qu'elles soient plus explicites. Mais vraiment, merci beaucoup et bravo à elle pour la richesse déjà son engagement et la richesse de ses propos. Merci beaucoup. Donc, pour le coup, on va pas pouvoir prendre de questions puisque Joëlle Bordet ne peut pas être là pour y répondre. Mais je vous remercie encore collectivement d'avoir participé à ce temps. Je pense qu'on a il y a un bel horizon d'intervention sur la conséquence et sur les conséquences de la crise sanitaire dans les cités éducatives. Donc voilà, je vous remercie. On a encore un événement à la fin de la semaine pour le printemps des cités éducatives. Donc je vous invite à aller sur la plateforme. Vous pouvez aussi revoir tous les replays pour prendre connaissance de tous les échanges qu'on a pu avoir depuis maintenant une semaine et demie. Donc bonne fin de journée à toutes et à tous, et merci d'avoir participé à cette table ronde. Merci à toutes et à tous.